Klaus Schwab, bonjour. Bonjour, monsieur Rochepin. Le forum de Davos marque la nouvelle année, janvier 2015. Ça dure depuis combien d'années? 45 années. Vous dites ça avec fierté. On le serait à moins 45 ans, un des grands événements de la planète. Le secret de la durée, c'est quoi? C'est de toujours être consistant avec vos valeurs, avec votre but et avec votre mission. Vous connaissez le mot de Metternich, le grand art, c'est de durer. Il y a très peu de choses qui durent, 10 ans, 20 ans, 45 ans. Il y a quelque chose de vertigineux. Non, naturellement, c'est fascinant d'avoir aujourd'hui 700, presque 700 collaborateurs et on a commencé seulement mon épouse et moi à l'époque et ça donne des autres dimensions, mais ça donne aussi d'autres responsabilités. Vous avez reçu la Terre entière. Dans l'histoire du monde, il y a sans doute très peu de gens qui ont fréquenté, mais vraiment pratiqué autant de personnages de pouvoir que vous, de chefs d'État, de chefs de gouvernement. Est-ce qu'ils ont quelque chose de différent ? Oui, les temps ont changé. On est entré dans une phase de mondialisation. Tout est devenu beaucoup plus complexe. On a vu la croissance de nouveaux pouvoirs. L'Europe a changé, etc. Alors le monde est quand même différent. Les idées comptent toujours. Vous me parliez du pape François. C'est une de vos découvertes récentes, vous l'avez vu. On va parler de lui dans un instant dans la crise de Cuba. Il a joué un rôle. Les idées, la foi, ça joue toujours un rôle déterminant. Ça joue un très grand rôle parce que aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec toutes les crises qu'on a vécues, avec la complexité, etc., il y a une tendance dans le monde de regarder en arrière, de faire ce qu'on appelle le crisis management. Et il y a très peu d'occasions de regarder vraiment les perspectives à long terme. Et c'est là, je crois, où nous avons contribué de créer une situation où on regarde aussi l'avenir et pas seulement le passé. Le nouveau contexte global, c'est le thème du prochain forum. L'actualité s'est beaucoup accélérée ces derniers jours. Cuba, la Russie, Cuba d'abord, ce dégel historique entre Cuba et les États-Unis, une page de 50 ans, c'est bien. Oui, c'est très bien. On a essayé nous-mêmes de créer des ponts. On a invité le fils président du Cuba à Davos. On a invité certains ministres de l'économie qui sont aussi venus. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui, il y a finalement une situation où il semble que cette impasse est résolue. Est-ce que ça, c'est la mondialisation ? Oui et non, parce que je crois le grand danger qu'on voit maintenant, c'est une désmondialisation. C'est-à-dire les pays, les régions sont devenus beaucoup plus égoïstes. On a un manque de gouvernance globale, ce qui détruit aussi à un certain degré la confiance qu'on a à l'avenir. Alors il faut voir que ce qu'on a établi dans les dernières années n'est pas détruit à travers, je le dirais, un plus grand égoïsme, un plus grand nationalisme. On évoquait le pape François. Il a joué un rôle visiblement important dans cette affaire de Cuba. Vous l'avez rencontré, vous dites, dans le rapport humain, on sent quelqu'un d'hors norme. Oui, il est certainement une des personnalités qui m'a surpris et qui m'a très impressionné à travers de sa humanité. Et je suis très heureux de voir qu'il a utilisé son pouvoir, qu'il a vraiment pour être un médiateur dans cette situation très difficile. Sa manière de vous recevoir, vous dites, de s'asseoir à la table face à vous, déjà, ça révèle le personnage. Non, pas face à moi, justement même pas. à côté. Même à côté. Ouais. Et je crois, on avait seulement une distance d'1 mètre, alors ça facilitait naturellement le contact humain. J'ai eu cette audience et on a organisé aussi certains événements en commun avec le Vatican pour voir comment on peut intégrer une meilleure responsabilité sociale dans l'économie. Il travaille beaucoup. Vous savez qu'il y a aussi une légende, évidemment, Klaus Schwab. Parmi les choses qu'on dit sur vous, c'est que vous êtes un travailleur à ce point forcené que quand vous recevez quelqu'un, vous avez vraiment
potassé, potassé son dossier. Vous dites qu'il a la même chose, c'est-à-dire il avait extrêmement bien préparé. Il était très bien informé et c'est naturel aujourd'hui parce que si vous voulez des discussions, avoir une discussion approfondie, il faut s'informer. Mais il y a beaucoup de chefs d'État, vous le savez bien, qui ont seulement les éléments de langage qu'on leur passe à la dernière minute et qu'ils lisent. Oui, c'est la politique. Ouais. Vladimir Poutine, c'est une des dominantes de la semaine écoulée. Son discours très offensif contre l'Occident, il dénonce l'empire occidental. Il dit qu'il y a une sorte de complot contre la Russie, notamment dans l'affaire du pétrole, une sorte d'alliance entre les Saoudiens et C'est inquiétant, ça, ce sentiment russe d'humiliation. Non, d'abord, je ne crois pas que c'est un instrument, la baisse de prix du pétrole. Ce n'est pas un instrument contre la Russie. Je crois que c'est une expression du marché. On a eu, avec les nouveaux gisements, etc., avec de nouvelles sources d'énergie, on a une économie mondiale qui marche... passe encore assez vite. Alors tout ça s'exprime dans le prix. Je peux bien comprendre le président Poutine parce que cette perte de $40 par baril, c'est un défi assez lourd pour la Russie. La guerre en Ukraine, vous êtes un enfant de la guerre. Vous avez souvent dit la guerre vous a beaucoup marqué. Le fait de revoir la guerre en Europe, à 2 heures d'avion de Genève, c'est quelque chose de très frappant. Oui, on peut même plus imaginer, et je crois on ne voit pas toute la tragédie de cette situation. Si on pense que chaque semaine, il y a encore de douzaines de personnes en début de l'accord de Minsk, qu'il y a des douzaines de personnes qui meurent, c'est un scandale pour l'Europe. Vous parliez des forces égoïstes, des forces nationalistes. L'Europe, depuis 5 ans, depuis 10 ans, est-ce qu'elle s'est resserrée ou au contraire, elle s'est dispersée ? Quand l'Europe a été créée, c'était vraiment une communauté avec un but commun, c'est-à-dire de ne jamais avoir de guerre en Europe. Aujourd'hui, l'Europe a la tendance de devenir une communauté d'intérêts communs. Mais il y a une grande différence. Si vous avez un but commun, vous êtes toujours prêt de subordonner vos intérêts nationaux au but commun. Mais si c'est seulement une communauté d'intérêts, alors vous défendez vos propres intérêts. Je crois que c'est le problème en ce moment de l'Europe, de l'identité de l'Europe. Est-ce que l'Europe reste une communauté avec un but commun, c'est-à-dire défendre les droits de l'homme, etc., ou est-ce que ça devient seulement une communauté d'intérêt? Qu'est-ce que vous êtes vous-même d'abord? Vous êtes suisse, européen, citoyen du monde? Qu'est-ce que les gens souvent hésitent dans l'ordre? Qu'est-ce que vous dites? Oui, je me sens citoyen genevois parce que je vis ici depuis presque 50 ans. Naturellement, je n'ai pas oublié mes origines, qui sont suisses, alémaniques et allemandes. Je me sens comme citoyen mondial. Je crois que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs identités et d'appliquer chaque identité à la situation spécifique. C'est-à-dire, quand je traite avec des problèmes mondiaux, c'est mon identité mondiale. Mais si je vais à l'escalade, c'est mon identité genevoise. Et tout ça coexiste? Ça, il faut coexister. Et c'est le grand problème aujourd'hui que les gens pensent qu'ils doivent choisir entre ces différentes identités. Non, il faut aménager ces différentes identités à l'intérieur de vous-même. L'Europe, face au monde, dans les derniers jours, il y a ces nouvelles très impressionnantes sur le progrès économique de la Chine. Alors ça dépend les indices, mais certains disent voilà, la Chine a dépassé les États-Unis. On peut dire ça, d'après vous, de manière aussi simple? Oui, mais il ne faut pas oublier ce que les dirigeants de la Chine nous disent toujours,
que la Chine est aussi un pays en voie de développement, avec 500 millions de personnes qui vivent dans un certain degré de pauvreté. Alors, moi, je suis toujours très méfiant de prendre ces chiffres, mais c'est clair que la Chine et d'autres pays, comme l'Inde, dans un avenir, vont devenir de vrais pouvoirs mondiaux. Vous avez été pionnier en Chine, hein. Une chose qu'on sait peu, c'est que votre fondation, la vôtre avec votre épouse Hilde, a été juste après celle de Bill et Melinda Gates, hein. En termes de reconnaissance par la Chine, vous êtes implanté très tôt. Oui, en 79, j'ai écrit à Deng Xiaoping. Et 79, c'était le début des réformes en Chine. Il m'a répondu, il a envoyé tous ses conseillers à Davos. Et depuis ce moment-là, on avait toujours une très bonne relation et on a une sorte de position privilégiée en Chine. Est-ce que vous comprenez la peur des Occidentaux, des Suisses, ceux qui se disent justement, nous on a l'escalade, on est chez nous, un jour les Chinois nous mangeront, un jour les Indiens nous mangeront, vous comprenez ça? Non, il ne faut pas utiliser ce mot « manger », je crois. On peut manger ensemble, on peut se mettre à la table ensemble, et je crois que c'est nécessaire. Mais je crains qu'on sous-estime en Suisse la force innovatrice de la Chine. Je pense que pour un étudiant chez nous, il y a probablement une centaine des étudiants en Chine. Ils ont la même intelligence. Et je dis toujours, la compétitivité, ou la Suisse, selon notre rapport, est encore le numéro 1, mais la compétitivité, à l'avenir, va décider par la force innovatrice d'un pays. Et là, si la Suisse n'a plus l'accès au talent, alors je vois une chute rapide en ce qui concerne la compétitivité. Le forum de Davos 2015, un des éléments saillants, ce sera la forte présence de la France. François Hollande, président de la République, sera présent. Pour vous, c'est un fait important? Oui, c'est important pour des raisons, parce qu'on avait toujours une très bonne coopération avec la France, mais on avait rarement, je crois que c'était seulement une exception, qu'on avait un président français à Davos, en exercice à Davos. Mais c'est aussi important parce que la France joue tellement un rôle important en ce moment dans la situation européenne. Est-ce que la France va réussir avec ses réformes? Ça va renforcer l'Europe. Si la France ne réussit pas, l'avenir européen est en péril. François Hollande nous avait reçus à l'Élysée. On sentait qu'un président de gauche à Davos, en termes de symbole, on reste prudent. Il disait pas de figuration, pas de soumission, pas de provocation. C'est encore un thème, ça, un président de gauche à Davos? Non, et je crois aussi la terminologie gauche, droite, ça appartient au passé. Aujourd'hui, je crois, tout le monde sait. C'est l'entrepreneuriat qu'il faut renforcer, c'est-à-dire à travers des réformes nécessaires, mais il faut aussi, en même temps, y intégrer, dans ce progrès économique, il faut intégrer une responsabilité sociale. Est-ce que vous êtes devenu plus à gauche après les années? Vous savez, il y a des gens dont on dit en vieillissant, ils deviennent plus à droite, d'autres au contraire qui prennent une fibre sociale plus grande. Qu'est-ce que vous diriez? Non, déjà l'année dernière, j'ai dit, mon motto personnel, c'est entrepreneuriat dans l'intérêt mondial public, c'est-à-dire il faut être actif, mais à la fin, vous devrez toujours servir la société. Et c'était mon principe depuis 45 ans. On a l'impression quand même, vous savez bien, il y a des gens qui, en prenant de l'âge, deviennent un peu réactionnaires, qui disent c'était mieux avant, que ça n'est pas votre cas. Hein. Vous faites plutôt partie de ceux qui, par exemple, vous passionnez pour des start-up partout dans le monde, vous êtes très intéressé par le renouveau. Oui, mais de profession, à l'origine, je suis ingénieur. Alors,
L'innovation, c'était pour moi toujours intéressante et primordiale, mais je crois qu'il y a un facteur pour garantir que ne vous vieillissez pas, c'est de garder votre curiosité. Et je dirais, ma curiosité s'est agrandie les dernières années, parce que le monde est tellement fascinant. Il n'y a aucun désabusement, hein, aucune lassitude. Non, pas du tout. Pas du tout. Et surtout, je crois, c'est très important de ne pas devenir pessimiste. Parce que si je regarde maintenant le monde, tout le monde est pessimiste et certainement on a eu une perte de confiance. Mais si je compare avec 45 ans, il y a 45 ans, on a fait énormément de progrès. Économiquement, on a beaucoup plus de démocratie dans le monde qu'il y a 45 ans. Vous dites que le monde va mieux, hein. Ça c'est un élément très important. Les gens souvent ont l'impression, en regardant les nouvelles, dire c'est de pire en pire. Vous dites que c'est pas vrai. Au fond, total, le monde va mieux. Le monde va mieux. Nous avons maintenant la probabilité de vivre pour plus que 80 ans. Toutes ces choses dans une santé meilleure. Et je crois, de point de vue macro, si je peux dire, les indicateurs des libertés, etc., ça s'est tout amélioré. Et moi, je crois qu'on a beaucoup plus des opportunités que des menaces. Mais les gens n'utilisent pas toujours les opportunités et se concentrent sur les menaces. Saisir la chance, c'est important, comme un privé et pour une nation. Exactement, exactement. Tout le monde, décidément, est à Davos, presque tout le monde. Angela Merkel, évidemment, c'est un des personnages centraux. Il y a une fascination autour de Mme Merkel aujourd'hui en Europe, hein. Elle est non seulement populaire en Allemagne, mais il y a des sondages qui montrent qu'elle est très populaire en Suisse, en France. D'où ça vient, ça, d'après vous, cette Angela Mania? Je crois qu'elle est prédictible. Ouais. C'est-à-dire, les gens savent... on sait ce qu'elle fera. On peut confiance savoir... On sait ce qu'elle représente. Avec beaucoup d'autres politiciens, dont naturellement je ne veux pas donner les noms, mais avec d'autres politiciens, on ne sait pas où on est. Mais avec elle, on sait où on est. Vous avez vu maintenant, elle a même son émoticône, c'est-à-dire sur Internet, ce geste un peu de la maternité, hein, comme si elle protégeait. Ouais. C'est ce personnage-là. Hein. Oui, c'est une personnalité certainement impressionnante. Aussi pour une autre raison, elle est restée très simple dans son comportement, dans ses relations, où c'est une grande politicienne, mais en même temps, elle est restée humaine. Quand elle vient à Davos, et partout, on dit qu'elle envoie beaucoup de SMS, qu'elle garde un contact personnel avec vous, par exemple. C'est vraiment le cas? Oui, naturellement. Ouais. Et ça change d'autres chefs d'État et de gouvernement? Non. Par exemple, avec le président Hollande, j'ai déjeuné 4 fois les 12 derniers mois, notamment en discutant l'économie, etc. Non, je crois que c'est toujours ce que j'essayais de cultiver, ce sont des relations très professionnelles. Vous dites professionnel, hein. Vous vous méfiez du copinage, c'est-à-dire vous n'essayez pas, la tape dans le dos, c'est pas votre genre. Non, on m'a jamais vu, disons, dans des choses qui sont plutôt sociales, qui sont un petit peu celebrity. Ouais. Les mondanités inutiles, vous ne faites pas. Non, d'abord, je n'ai pas le temps. Ouais. Et deuxièmement, je me méfie de m'associer avec une certaine tendance et même avec un certain groupe de personnes. Vous n'êtes pas membre d'associations, de clubs, de... Non, mon épouse m'a suffi, et mes enfants. Le club, c'est le vôtre, et c'est un club mondial, hein, de tous ceux qui vont à Davos. Vous les observez, hein, ces dirigeants. Est-ce qu'ils ont changé avec le temps? On dit que les nouvelles technologies ont simplifié les choses, que le pouvoir a changé. Est-ce que ça, vous le sentez? Qu'il est moins hiérarchique, moins vertical. Est-ce que c'est une légende ou c'est vrai? Quelquefois, c'est aussi devenu un petit peu plus superficiel. Ouais. Parce qu'avec la complexité des choses, les gens n'ont plus le temps pour un entretien
10 ans où on dit ça ne s'arrête pas en 25 minutes, où on peut vraiment s'échanger, où on peut vraiment voir l'intérieur de... Moi, je dis, c'est l'intelligence émotionnelle qu'il faut aussi cultiver. Et aujourd'hui, on n'a presque plus le temps, si vous êtes un politicien, vous êtes tellement chargé des obligations et vous confrontez tellement des défis. Alors, c'est devenu un petit peu robotique. Les Larry Page, les Zuckerberg, les nouvelles générations, pas seulement de politique, mais de l'économie, est-ce qu'ils sont effectivement plus cool, comme on dit, ou bien c'est une apparence? Là, il ne faut pas seulement parler des jeunes. Je crois que c'est une, je dirais même, c'est une race particulière, c'est Silicon Valley. Vous avez tout un autre mode de vie dans le Silicon Valley que vous avez à Zurich ou à Londres ou à Berlin. Berlin, ça essaye de copier un petit peu cette atmosphère. Mais moi, je vais toutes les années pour une semaine au Silicon Valley. Et je vis là avec les entreprises. Et je reviens, je suis rajeuni, j'ai beaucoup d'idées. Qu'est-ce que vous apprenez là-bas? Par exemple, nous sommes très actifs dans l'utilisation de nouvelles technologies, dans l'interaction, parce qu'il faut, s'il y en a des gens qui devraient travailler ensemble, ça ne suffit pas de se rencontrer. Il faut avoir les moyens de se contacter quotidiennement, presque. Et là, j'ai beaucoup appris et on a incorporé ces expériences aussi dans notre propre système. On vient tous d'un autre monde, hein, d'avant Internet. Vous étiez bardé de diplômes, je crois qu'à 26 ans, vous aviez combien de doctorats? J'avais 2 doctorats. Ouais. Aujourd'hui, j'ai 17, je crois. Et bon, là, c'était l'époque où on travaillait sur fiches, où on soulignait avec des couleurs. Oui. Ça a changé, la manière de penser a changé? Oui, la rapidité des choses. Je vous donne un exemple. Une raison pour cette rapidité. Si on prend tous les scientifiques, tous les ingénieurs, tous les hommes créateurs qui ont vécu dans ce monde, la moitié de ces gens est encore en vie aujourd'hui. Alors prenez toute cette intelligence, prenez toutes ces idées. Et ma fascination en ce moment, c'est la nouvelle révolution technologique qu'il faut maîtriser. Imaginez-vous, en 2025, on va avoir un ordinateur qui a la capacité de notre cerveau. Et à l'année 35, on dit on va avoir un ordinateur qui a la capacité de tous les cerveaux de tout le monde réunis. Alors, ce sont les choses fascinantes. Klaus Schwab, on a parlé des gens du passé, des gens du présent, les puissants et les moins puissants. Les hommes et les femmes de pouvoir, vous les pratiquez à Davos. On a cité Angela Merkel, mais une Hillary Clinton, une Christine Lagarde et tant d'autres. Et elles pensent différemment, elles agissent différemment? Moi, je n'aime pas de parler d'agir différemment. Je crois que ce qui est important, on a ce qu'on appelle cette dimension féminine et on a cette dimension masculine. Et il ne faut pas intégrer plus de femmes, il faut intégrer plus de pensées féminines dans ce que nous faisons. Alors c'est le mélange, c'est l'intégration de la dimension féminine et de la dimension masculine qui est nécessaire. Klaus Schwab, merci, bon forum, bonne année 2015. Merci bien, M. Rochepin. L'équilibre, on a l'impression, c'est très frappant chez vous, qu'il y a un très grand équilibre entre la partie intellectuelle et puis l'action, parce que c'est une grande entreprise que vous dirigez, entre les âges, entre les générations, vous disiez tout à l'heure. Le secret de l'équilibre, c'est quoi? Le secret d'équilibre, c'est d'être relativement modeste dans sa pensée, de savoir qu'il n'y a pas une vérité, il y a plusieurs vérités. Et si vous cherchez, disons, plusieurs vérités, vous intégrez plusieurs dimensions
dans ce que vous pensez et dans ce que vous faites. Merci Klaus Schwab. Merci.